Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Ria. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts. La RDC, la République démocratique du Congo, un pays riche en ressources naturelles et diversité culturelle, fait face à de nombreux défis sociaux économiques. Parmi ces défis, l'émergence du MMA comme discipline sportive populaire soulève des questions intéressantes sur les infrastructures, la formation et la perception du sport et l'impact bien sûr social pour ces sports. Et pour éplucher cette question, on sera avec Ananias Mulumba, un champion né. Pour Mazembe, les Aigles du Congo ne sont pas encore champions de la Ligue nationale de football, 30e édition. Les TPM est en évocation à la FECOFA pour essayer de faire entendre sa voix. Est-ce logique cette démarche à la FECOFA de départager ? Eh bien, il a fallu attendre la décision arbitrale pour les départager. Le 28 novembre 2023 à Riyad, Fury et Francis Ngannou se sont livrés un combat sans merci, mais au final, c'est bien Tyson Fury qui l'avait emporté. Mais cette victoire avait suscité le déni de plus d'un téléspectateur et spectateur justement de ce combat, qualifiant de composante ou de complaisance la décision des arbitres. Au cours de cet épisode, on vous plonge ou replonge justement dans ce combat chaleureux et historique. Le casting est donc complet, la team JMJ, c'est parti comme toujours. On se lâche autrement. Voilà, on va encore se la jouer autrement dans ces 22e épisodes de la team JMJ. Aujourd'hui avec la semaine de Joël Banewa, une semaine où on retrouvera bien sûr la vidéo légendaire. Oui. Bah, écoutez, il se fait que voilà, j'ai croisé quelqu'un que j'ai pu filmer d'en haut. Vous n'avez pas de vidéo ? Mais non, ne vous inquiétez pas, on aura une belle vidéo. Non, la semaine a été plutôt bonne avec je crois qu'on a célébré l'indépendance cette semaine, en début de semaine, lundi. Voilà, c'était assez intéressant. Et puis après, on a eu un long week-end, comme je les aime. Hein. On a commencé un week-end le vendredi, ça s'est terminé lundi. Donc, c'était assez intéressant. On va suivre d'abord ces week-ends prolongés de Joël Banewa dans cette vidéo. Voilà,
des week-ends prolongés Ouais. jusqu'à l'indépendance lundi. Bah, donc, magnifique. Hein. fête sur fête. Ouais, détente sur détente, on était bien, on a bien profité. C'est bien parce que voilà, le lundi souvent c'est un jour mal coté parce que c'est le retour au boulot, etc. Bah, c'était un lundi où on était un peu Mais plus bon, tranquille dans le Il y a férié. d'autres personnes qui veulent à ce que le lundi soit aussi, on va dire, un jour férié. Mais écoutez, Mais quand lundi est férié, est-ce que mardi sera sera le nouveau le lundi. lundi? Ouais, c'est pareil, donc, Ouais, c'est ça. pas- Non, mais ouais, voilà. venir. Enfin, les fêtards et les flemmards, ils aiment pas trop voilà, le retour au boulot. Mais c'est une obligation, quoi qu'il en soit. Vous savez, quand vous êtes trop dans la fête, à un moment, le boulot va te manquer. Et quand tu es trop dans le boulot, bah, c'est la fête qui va te manquer. Donc, il faut trouver les justes équilibres. C'est ce que Jean, j'ai fait avec brio. Et c'est quoi ton appréhension par rapport à ça? J'ai gardé mon calme parce que j'ai tenté de comprendre ce qu'il veut dire. Hein, donc, c'est les gars qui nous expliquent ici sur ce plateau que, bon, voilà. Il était content qu'un lundi soit férié. Mais après, oui, c'est une bonne chose s'amuser. Il prend beaucoup de plaisir à s'amuser. Et moi, je suis fan de ça. C'est une bonne chose. Seulement à ceux qui nous regardent de pas aussi faire beaucoup comme lui. Hein. Donc, Pas trop en faire. Il faut modérer, avec modération, même si personne ne connaît modération. Voilà. Et nous aujourd'hui, je ne sais pas, on va refaire le match, on va faire des dossiers après cette transition. Ouais. On fait ces dossiers Mazembe à l'invocation à la Fédération congolaise de football en rapport avec ces litiges avec la Ligue nationale de football, les dossiers Mangoulou sur table et d'autres dossiers éventuellement. Jean Tchoyi, on s'est posé la question de l'aspect logique de cette démarche de TP Mazembe. Est-ce que pour vous, ça a une logique? Oui, c'est logique. C'est logique que le club se plaigne. C'est logique que le club constate qu'il y a certaines décisions qui sont prises pas en sa faveur. Et ça, c'est pour tous les clubs qui prennent part à cette Ligue nationale de football. Je signale qu'aujourd'hui, la Sékouya aussi n'est pas content. La Rangers aussi n'est pas content. Parce qu'ils ont le droit de se plaindre. Maintenant, la question est est-ce que leur plainte est-elle fondée? C'est ça la plus grande inquiétude. Je pense que pour la question Mazembe, pour être précis, aujourd'hui, avec ces petits bouleversements de données à la FECOFA, on est vite réparti pour essayer de comprendre c'est quoi les plus grands problèmes. Et là, se situent 3 scénarios parce que c'est un dossier qui a été conclu par la Ligue nationale de football et Mazembe s'estime être lésé par la décision prise parce que selon lui, son joueur Patrick était en ordre et avait tout ce qu'il fallait pour prester sous les maillots du TP Mazembe. Maintenant, la commission disciplinaire de la FECOFA a reçu les 3 parties, que ce soit Mazembe, la Lina Foot et l'AS Maniema Union, qui a porté plainte et qui a obtenu gain de cause en première instance. Et faudra maintenant attendre. Maintenant, ce qui dérange, c'est que aujourd'hui, Kitenge, enfin Patrick, manager Frédéric, pardon, faudra faire la nuance. C'est Son fils, effectivement, qu'on salue. Oui, tout à fait. Faudra faire la différence que qu'importe la décision qui sera prise aujourd'hui sur ces dossiers-là, ça n'impactera en rien du tout les Sacres des Aigles du Congo parce qu'ils terminent premier avec 35 points et que Mazembe, même si on lui restaure ces 3 points, les clubs qui souffrira les plus, c'est peut-être l'AS Maniema Union parce que Maniema Union Va perdre la 3e place. Tout à fait, ils vont perdre la 3e place et rétrograder à la 4e et Mazembe pourra jouer la Coupe de la Confédération, mais les Aigles du Congo restent champions de cette Ligue nationale de football et ça, vous pouvez prendre tout le motif que vous voulez, ça reste la réalité. Donc, pour rentrer sur ta question, est-ce logique que Mazembe se plaigne et qu'il aille en évocation à la Fédération congolaise de football? Oui, c'est logique. Est-ce que Mazembe a raison? Ça, je ne sais pas vous le dire. Et si Mazembe a raison, ça veut dire qu'on lui retourne ces 3 points. Mais si Mazembe n'a pas raison, j'estime aussi que Mazembe va perdre encore un peu plus que ces 3 points. Et il va perdre tous les matchs où Patrick a joué pour les comptes du TP Mazembe, étant un joueur illicitement aligné. Et Mazembe va perdre aussi en crédibilité en termes d'administration
forte et aboutie ici en République démocratique du Congo en termes de club de football, Joël Baniwa. Ça prouve qu'ils ne sont pas des dieux, parce qu'il n'y a que Dieu lui-même qui sait tout maîtriser, tout contrôler, qui ne commet pas d'erreurs. Donc le TP Mazembe Anglebert a commis beaucoup d'erreurs au cours de ces 5 dernières années, parce que le cas Mongoulou est un cas parmi tant d'autres qui ont précédé. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de Mazembe, selon la formule empruntée, c'est logique parce qu'ils essayent de se défendre jusqu'au bout, parce qu'ils ne veulent pas abdiquer, et même aux yeux des supporters, ça sonnerait très mal de laisser tomber, alors qu'il y a peut-être une petite brèche. Mais cette par rapport brèche-là, au statut Mazembe, avoir de la chance de jouer les interclubs parce qu'on a été dans des bureaux. Non, mais ça c'est pas une première. Il y a des titres que Mazembe a essayé d'avoir à travers les bureaux. On se rappelle le cas Zao Matutala, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas une première pour les TP Anglebert Mazembe. La formule choisie, elle est logique parce qu'ils doivent se battre jusqu'au bout, comme je disais tout à l'heure, mais seulement qu'il faudrait éviter que ça frôle les ridicules en fait, parce que là quand on regarde les textes et qu'on lit le texte, et j'espère même que pour la nouvelle présidente du comité de normalisation, que elle va se référer sur les textes au lieu d'aller chercher des accointances inutiles, parce que sur les textes, je ne vois rien qui donne raison au TP Anglebert Mazembe. Patrick Mongoulou a joué la deuxième phase des playoffs. C'est un gros défi pour elle, pour la dame qui vient. C'est pas un gros défi. C'est pas un gros défi. Il suffit de lire les textes. C'est simplement nous qui voyons les TP Mazembe trop grands pour être sanctionnés. Okay. Il suffit de lire les textes. Que disent les textes? Ce que disent les textes, c'est ce qui doivent être appliqués. Patrick Mongoulou a joué la même phase la phase retour des playoffs avec deux clubs différents. Ce qui n'est pas acceptable, ce qui n'est pas écrit dans les textes. La période de transfert autorisée à un joueur qui a déjà été transféré à la mi-saison d'être transféré dans un autre club pour jouer la phase retour des playoffs. Mais lui avait déjà joué la phase retour des playoffs, ce qui lui rendait inéligible pour la phase retour des playoffs en cas de transfert. Donc malheureusement, le TP Anglebert Mazembe l'a fait. Et voilà, c'est une erreur administrative. Ils doivent l'accepter. La grandeur, c'est aussi reconnaître les erreurs. Et ils doivent l'accepter pour aller de l'avant. Aujourd'hui, on tombe dans des bruits de couloir où il faudrait couper des têtes, etc. etc. C'est peut-être bien, mais je pense que le TP Mazembe Anglebert, dans la forme, c'est logique qu'ils se battent jusqu'au fond, mais dans le fond, ils n'ont pas raison et ils n'auront pas raison si notre football est toujours normal. Dans les fonds, Mazembe... Si le football est normal, Mazembe n'aura pas raison. Et parlant du Conor avec son nouveau comité, est-ce que c'est le premier gros défi à relever? Non, le plus gros défi, le Conor a déjà ses démons depuis longtemps. Mais là, ça fait partie des choses qui reviennent après chaque saison. Non, mais ça... Des litiges entre clubs. Ça rentre pas forcément dans les missions principale. C'est la normalisation. Oui, mais normaliser, ça veut dire nous ramener un comité, un vrai comité, élu par les ligues et tout ce que vous voulez bien. Et ces comités a un mandat valable des 4 ans. Après, on les renouvelle. Franchement, donc je pense que c'est ça la normalisation dans le vrai sens. On n'est pas venu normaliser Mazembe ni Vita Club, parce que franchement, je crois que les Conor a ses démons et ils n'ont que 6 mois. Il ne faut pas donner les temps à Madame Belinda aujourd'hui. J'ose croire, moi je ne la connais pas personnellement, mais après ce que je suis en train de lire sur elle, c'est quelqu'un d'honnête, d'intègre, et je pense que ça va nous servir aujourd'hui à organiser ces élections pendant 6 mois. Que de nous servir à lui donner les goûts de gérer nos finances, d'avoir de renflouer ses poches comme l'ont fait Sambi et les autres qui sont passés. Parce que là, franchement, je prends l'impression que les gens, quand ils viennent à la FECOFA, d'abord, la première des choses, c'est de regarder par où ça rentre l'argent. Et quand on sait par où ça rentre l'argent, ben, on se base à autre chose, à l'équipe nationale, chez les dames, ainsi de suite. On oublie la mission première de ces Conor, qui est celle d'organiser d'abord les élections, nous donner un comité en place, élu, et qui a un mandat qui peut être quantifié et à la fin renouvelé. Donc ça, c'est la première mission. Maintenant, l'histoire de Mazembe, je suis totalement d'accord avec Joël, parce que en Afrique, en RDC particulièrement, parce que oui, Mazembe, ça reste, et ça restera toujours, ça restera les miroirs de notre football. Mais après, quand vous prenez Mazembe, vous les transposez en Europe, ça reste un club régulier, comme Barça, comme les PSG, comme Manchester City, qui peuvent se faire sanctionner, qui peuvent se faire tapoter par les institutions qui gèrent le football dans ces pays-là. Donc la réalité du football veut à ce qu'aujourd'hui, Mazembe, quand il n'a pas raison, ben, ils perdent ces matchs. Maintenant, le plus gros problème, c'est qu'ici,
à Mazembe, la communication de Mazembe veut toujours faire croire à ses fanatiques, depuis les avoir fait poireauter depuis le début de la saison, qu'on va remporter cette Ligue nationale de football. Ils l'ont pas remporté. Ils ont toujours un petit mot à sortir pour leur dire, écoutez, on reste Mazembe et on va gagner. Ne vous en faites pas. Je suis Kitenge, je connais l'administration. Oui, mais en vrai, à un certain moment, même le plus grand connaisseur se trompe toujours. Parce qu'on n'est pas complet. Comme Félix le disait, celui qui connaît tout ne connaît rien. Franchement. Ou celui qui connaît rien, enfin voilà, vous sentez quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réalité veut à ce que Mazembe puisse s'arrêter un moment, faire une introspection, relancer sa machine, faire des bons recrutements, faire partir Lamine s'ils veulent, parce que Lamine Diaye, ça parle un peu sur les réseaux sociaux, mais s'il veut pas, il n'a qu'à partir. Donc ça va déjà permettre au club de réfléchir, d'essouffler, d'avoir des gens qui veulent rester dans ce qu'on appelle l'institution Mazembe, travailler afin que le club se relève, au lieu de à tout bout de champ tirer les oreilles des fanatiques et les raconter de Et on va continuer à suivre de près ces dossiers Mazembe en évocation à la Fédération congolaise de football. Ici, on poursuit cette émission, la team JMJ, pour prendre maintenant notre focus pour ces 22e épisodes. Les défis liés à la pratique du MMA en RDC, c'est donc les sujets de notre focus aujourd'hui avec Ananias Mulumba, championné comme j'aime bien l'appeler. Il est déjà sur ce plateau. Bonjour Ananias. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Avec toi, on évoque bien sûr cette question en rapport avec la pratique, les défis liés à la pratique du MMA en RDC. Et essayer un peu de faire un petit état des lieux sur la pratique du MMA en RDC et la manière dont elle évolue. Merci pour la question. Ce n'est pas aussi facile que ça, faire le MMA au Congo. En tout cas, nous sommes confrontés avec beaucoup de difficultés qui fait à ce que le MMA ici ne puisse pas avoir beaucoup d'ampleur comme partout ailleurs. Okay. Comme aujourd'hui au Nigeria, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Okay. Donc il y a beaucoup de difficultés. Ces difficultés sont d'ordre organisationnel, en termes d'instances, de ligues, ou bien en termes d'infrastructures? En termes de ligues. Okay. En termes de ligues, nous sommes pas... En fait, la ligue n'est pas... La fédération en général n'est pas... Elle est organisée, mais elle n'est pas soutenue aussi par le gouvernement comme dans d'autres pays. Okay. Oui. Il n'y a pas assez de moyens pour donc, accompagner la fédération du MMA en RDC. Et aujourd'hui, on vous voit vous représenter valablement le pays en dehors. Et ce n'est pas un son de cloche au gouvernement, aux organisateurs du MMA en RDC pour qu'ils viennent mettre encore des moyens pour faire avancer cette discipline. Il y a déjà un organisateur qui sort son argent pour faire cette organisation. Okay. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'organisateur doit ramener d'autres combattants d'autres pays ici, au Congo. C'est de l'argent. Okay. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus grand pour lui. Mais il est fait pour lui tout seul. Oui. Mais il le fait pour l'amour. Est-ce qu'il le fait en concomitance avec la Ligue ou bien c'est de manière privée qu'il le fait? Pardon? Quand il organise ces combats-là, c'est de manière privée ou bien c'est en collaboration avec la Ligue? C'est en collaboration avec la fédération. Okay. Il organise. Mais il n'est pas soutenu. Il sort beaucoup d'argent juste pour organiser un événement de MMA. Okay. Et ça lui coûte beaucoup. Okay. Jean, question. Oui, Agnès, merci d'être là. C'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Tout à l'heure, vous parliez de la difficulté qui se résume en tout, en fait, sur les pays en général. Nous encore, on a la chance, nous ici à Lubumbashi et peut-être à Kinshasa, d'avoir 2 ou 3 organisations qui peuvent se faire durant l'année. Mais après, vous êtes un athlète professionnel, vous sortez beaucoup, personnellement. Est-ce que vous avez eu à rencontrer les autorités sportives quelques fois et échanger avec
avec elle pour savoir qu'est-ce qui bloque réellement cette avancée tant voulue de cette discipline qui commence à prendre de l'ampleur et qui plaît bien à beaucoup de gens. En fait, merci pour la question. Nous avions essayé plusieurs fois et cela n'a pas marché du tout. Je ne sais pas. À l'époque du ministre Serge Condé, ouais, on a essayé de rentrer nos lettres de demande de soutien. Ça n'a pas marché. Et quand je suis parti au Togo, j'ai fait mon combat, j'ai gagné la ceinture. Et là, j'ai été rappelé à Kinshasa pour présenter la ceinture. Mais c'était une occasion d'évoquer le sujet. Mais j'ai parlé de tout et de rien. Ça ne s'est rien passé. Rien ne s'est passé. Il n'y a aucune suite. Donc ça reste un vaste chantier. Ma deuxième question elle est un peu plus personnelle. Je sais pas si vous faites les constats avec moi. Les MMA, c'est un sport violent. Hein, enfin, violent, c'est un peu trop dire, mais un peu rude. C'est ça les mots qu'il faudra employer. Mais à vous voir, vous êtes genre un peu timide. Qu'est-ce qui vous a pris personnellement quand tu le vois comme ça, tu n'imagines pas que si tu oses en 2 minutes, tu peux te débarrasser. Non. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré à faire du MMA? Les MMA, ce n'est pas un sport brutal, ce n'est pas un sport des brutes. C'est un sport comme tout autre sport de combat. Et il faut être doux, tendre pour faire le MMA. Sinon, tu n'iras pas trop loin. Je vois comment ça te battre en désordre. En désordre. Non, incité comme ça. Le MMA, c'est un sport de combat qui demande que l'esprit soit calme. La maîtrise de soi et tout qu'on sort. Donc, cela ne demande pas que la personne soit agressive, soit brutale et tout. Non. Vous avez commencé par quel sport en vrai avant d'embrasser les MMA? Avant d'embrasser les MMA, je suis d'abord un karatéka Kyokushinkai. Et d'ailleurs, je suis ceinture noire en Kyokushin, première dan. Donc, j'étais de l'autre côté. Et quand j'ai voulu faire un sport qui était un peu plus dur que le Kyokushin, je me suis dit, tant mieux d'embrasser le MMA. Alors, moi, Ananias, j'ai une première question. J'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des jeunes aussi qui nous regardent et certainement ils vont voir les images de comment Ananias représente les pays. Ce qui est vrai, ça fait rêver. Mais comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à ce niveau-là? C'est quoi le parcours? Parce qu'aujourd'hui, on parle des difficultés au sein de notre pays, mais Ananias, aujourd'hui, tu es quand même un représentant légal de ce sport pour la République démocratique du Congo. Comment est-ce que tu as quitté d'un point zéro jusqu'à là où tu es aujourd'hui? C'est un défi. Il y a plusieurs choses qui se passent quand tu fais le MMA, quand tu choisis de faire quelque chose que tu aimes. Au-delà de faire un sport business, c'est quelque chose que j'aimais. D'avoir une passion. C'est d'abord une passion et je me suis beaucoup sacrifié. Sacrifié dans le sens où j'ai sacrifié mon temps, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Mes rendez-vous, mes rendez-vous de travail, mes rendez-vous amoureux. Donc j'ai sacrifié tout cela pour le MMA. Quand tu te lances, c'est-à-dire tu ne regardes plus à gauche ou à droite, tu fonces droit vers l'objectif. J'imagine que dans ton entourage, c'était pas du tout la joie, tout de suite, quand quelqu'un se transforme. La famille, comment est-ce qu'ils ont accepté ça, voir leur fils quitter? Parce que le karaté en RDC, c'est facilement acceptable, mais comment est-ce qu'ils ont accepté le fait que tu quittes le karaté pour le MMA? C'était pas aussi facile que ça. Le MMA, d'ailleurs, le karaté Kyokushin, c'est aussi un sport très dur. Là, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. Ils n'ont pas accepté, ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord que je fasse d'abord le karaté. Mais moi, par passion, j'ai continué.
Et après, j'ai commencé à avoir le soutien de ma mère, le karaté, et puis je disais non, ça va aller, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, non, Tabambadawa. Il leur disait que non, ce n'est pas ça la réalité. La réalité est tout autre que de travailler dur, de savoir ce que tu fais. Donc voilà, j'étais un peu trop focus sur mon objectif et cela m'a permis à ce que je puisse convaincre même à ma famille que on peut le faire même sans toucher à quoi que ce soit. Et c'était quoi le premier combat qui t'a propulsé au sein du MMA? Est-ce que c'était ton premier contrat professionnel ou bien tu as attendu plusieurs combats avant d'avoir un combat qui est devenu un combat qui a commencé, un combat référence qui a lancé ton nom? Le combat qui a propulsé mon nom, c'est mon deuxième combat professionnel au Togo. Ah, ok. Face à un Togolais. Face à un Togolais. Okay. C'était d'ailleurs un combat titre. Et puis, c'est ce combat qui m'a propulsé. Le jour où j'ai combatté, c'est le même jour où Bakole combattait contre Tony Oka. Okay. Donc, j'ai profité aussi sur la gloire, sur cette ampleur du combat de Bakole. Ouais. Mon combat aussi a pris quand même de l'ampleur. Ils ont parlé de ça sur toutes les plateformes. Alors, Ananias, moi j'ai une question avant que Merveille ne reprenne la parole. Vous savez, les sports, il est bon. On le dit assez souvent dans cette émission, c'est une certaine forme de partage d'émotions en dehors de pactole d'argent qui entoure les différentes disciplines. Pour toi, quand est-ce que tu prends du plaisir à faire du MMA? Est-ce que c'est quand tu pars pour combattre? Et si c'est pour combattre, en fait, c'est à quel instant que tu te sens heureux? C'est avant, pendant ou après le combat? Enfin, il y a des gens, ils te disent, j'ai pas forcément envie de donner des coups aux autres, donc ça me plaît pas quand, tu vois. Après, tu es obligé, hein. Mais t'es obligé, mais après tu ressens le bien-être, la gloire après les combats. Pour toi, ça se passe quand cet instant qui te lie toujours à fond avec le MMA? J'ai toujours dit que moi, quand je combats, quand je suis dans la cage, je prends du plaisir. Je fais aussi plaisir aux autres. Pour toi, tout se passe à cet instant-là. À cet instant-là, quand je suis dans la cage. Alors on va dire, tu prends plaisir à battre tes amis. Oui, mais bon, c'est ce que nous avons choisi. On a choisi de se battre. J'ai choisi de me battre. Du coup, on se rencontre. Donc, que le meilleur gagne. Je prends plaisir quand je suis dans la cage, quand je combats. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé avant un combat de ressentir la peur? C'est-à-dire que tu te dis, ce soir, je sens que ce n'est pas un bon jour. Je suis pas dans mon bain. Je pense que tous les combattants qui nous regardent ne vont pas me contredire. Tout combattant a peur. Un vrai. Bon, je sais pas même. J'ai dit tout combattant. Il a peur. Il a toujours peur. Mais c'est pas vraiment la peur comme... C'est une fausse, disons... C'est juste la... Qu'est-ce que je dis? Donc... Les tracks avant les combats, donc quelque chose qui... Ce genre d'énergie... Le naturel. Juste stressé. Le stress. C'est pas vraiment la peur. C'est le stress. Plus le stress que la peur. On est stressé quand on nous annonce un combat. On est stressé. Quel que soit l'adversaire, on est stressé. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Après, on l'étudie. On étudie l'adversaire. On est toujours stressé. Aux entraînements, tu l'as dans ta tête. Tu es stressé. Quand tu commences à perdre le poids, tu es stressé. Et surtout, le MMA, c'est comme ça. C'est-à-dire, tu es stressé quand tu perds le poids. Tu es stressé le jour de la pesée. Tu prends plaisir quand tu montes dans la cage. On est toujours stressé. On n'est jamais normal.
Jamais. Et moi, j'aimerais savoir, ça sera peut-être un C'est pas vraiment la peur, hein. c'est le C'est le stress. stress. C'est le stress, ouais. Il faut faire la différence entre La peur et les et stress. Et moi, Ananias, j'aimerais savoir, ça sera peut-être un conseil pour les autres, les jeunes qui te regardent. Quand tu es en difficulté dans ton combat, tu sens que là, je suis vraiment en difficulté dans le combat. Où est-ce que tu puises ton énergie? Comment tu fais pour renverser les situations difficiles en plein combat? Merci pour la question d'abord. Où est-ce que je puise mon énergie pour renverser la situation dans le combat? C'est mon objectif d'abord. Et à part ça, je me suis bien entraîné. Je sais ce que je viens faire. Je sais ce que je veux. Je cherche là tout de suite. Et du coup, dans n'importe quelle situation dans la cage, je sais trouver la solution instantanée. Je trouve la solution sur place. Je ne cherche pas à penser à autre chose. Non. Je trouve la solution sur place parce que tu me prends dans une clé, tu me fais un knockdown, je tombe, je me relève parce que je sais ce que je veux. Bien que je suis touché, j'y vais. J'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé pour être battu, pour battre aussi les autres. Donc, Ça fait déjà combien de combats pour Ananias? ça fait 11 combats, Combien de victoires? 9 victoires, 2 défaites. Ah ouais, c'est intéressant. C'est très très belle C'est statistique. majeur. Mais Ananias, moi j'aimerais savoir aussi, parce que tu as parlé d'entraînement et des préparations, on a tous récemment suivi Martin Bacolé qui disait que les boxeurs ou les sportifs de combat dépensent énormément d'argent pour leurs entraînements, pour leur préparation. À ton niveau, comment ça se passe? Est-ce que tu es soutenu pour avoir un entraînement de qualité ou est-ce Ça, c'est que un défi, je sais pas comment tu t'organises par rapport à cela? Nous dépensons énormément d'argent. Qu'est-ce que peut-être tu vas gagner? Ça c'est vrai. Mais bon, peut-être que moi j'ai aussi eu la chance d'avoir des bonnes personnes autour de moi. Des personnes qui voient, qui regardent mon avenir et qui veulent aussi essayer de sauver cet avenir. Parce que vraiment je suis parmi les combattants africains vivant ici au Congo qui sont forts. Et techniquement, pas seulement forts physiquement, techniquement, et qui ont vraiment de l'avenir. Je ne suis pas seul, vous le savez. Nous, dans mon club, nous avons beaucoup de combattants et d'ailleurs, j'ai salué ici Josias Moussassa qui est à l'UFC et Jean-Jacques Loubaya qui est au PFL, d'ailleurs combat aussi le mois prochain à Cape Town. Donc, on a juste eu la chance, moi aussi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui peuvent décoter en Anita, à moi 200, 500, comme ça, ça a dit à ma préparation. Peut-être cet argent va m'aider à payer mes coachs privés, ma salle de sport, ça aussi c'est autre chose. Mon transport, parce que je m'entraîne 3 à 4 fois par jour. Par jour, oui. Donc tout ça, c'est le parcours. Je ne m'entraîne pas à un seul endroit. Donc je dois aller là-bas, je reviens ici, je pars là-bas. Donc ça nous coûte beaucoup. On prend beaucoup. Ananias, vous parliez ici des organisations et moi j'avais une question sur ça. On les voit aujourd'hui, les plus grosses organisations des MMA au monde, c'est par exemple l'UFC, PFL, il y a aussi Bellator, c'est vraiment des organisations en grande partie. PFL et Bellator, ils ont fusionné. C'est devenu PFL. Voilà, donc c'est des organisations majeures, détenues par des Américains en grande partie. Et vous, pourquoi, je ne sais pas, à vous de nous préciser sur ces plateaux, est-ce que vous évoluez toujours en solitaire et ça ne vous tente pas, par exemple, de rejoindre une organisation au niveau international comme l'UFC par exemple, ou je sais pas, comme vous le disiez ici, des PFL, pour avoir de temps en temps moins de stress quand il faudra personnellement se préparer parce que on suppose que eux ils mettent à votre disposition tout ce qu'il faudra pour votre évolution constante. Oui, merci d'abord pour la question.
Vous savez... Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de sollicitation ou Non, c'est parce que vous ne voulez Vous pas? savez, je vais vous donner un exemple. Mm. Vous avez un joueur, un jeune joueur, qui jouait dans une équipe, je sais pas, on peut dire, une équipe avant Mazembe. Non, deuxième division. Ok. Non, une équipe d'âge. C'est pas vraiment... On peut prendre même En MMA, on ne dira pas que c'est la deuxième division, c'est juste pour accéder à des grandes organisations, pour que ces grandes organisations puissent vous prendre. Il faut avoir un certain nombre de combats et un certain nombre de finitions. Ok. Avec qui vous avez combattu, vous avez fait comment vous avez fini ces combats. Donc, quand ils voient que, voilà, comme Josias est rentré à l'UFC avec 7-0, il a fait que des KO. Ouais. 7 fois d'affilée. Et quand on a toqué à la porte de l'UFC n'a pas hésité. À cette époque-là, moi, je venais d'une défaite au Brève. Brève, c'est aussi une grande organisation. Ok. Donc, normalement, si j'avais gagné ce combat-là, je devais aussi toquer. Parce que moi, je n'ai que des finishes dans mes victoires. Dans tous mes combats. Il n'y a que des finishes. Donc, l'UFC ou le PFL ne prend pas par plaisir. N'importe qui. Ouais, il n'était pas parce que en fonction des statistiques, en fonction de tes statistiques, en fonction de ce que tu as accompli durant toutes ces années, durant tous ces jours où tu as fait tes combats. Donc il te prend parce qu'il sait ok, avec lui on va aussi attirer l'attention des gens de sa communauté. Tu as aussi je sais pas moi, un sorte de notoriété dans ta communauté, dans ton pays, dans ta région. Dans ta région, voilà. Ils te prennent, voilà, ils t'offrent ce qu'ils vont te donner. Et il faudra dire qu'aujourd'hui, vous travaillez toujours, ça reste un objectif pour vous. Arriver à l'UFC. Je vais révéler aussi une chose, c'est que moi, normalement, je devais aussi accéder à l'UFC depuis mon combat, le combat où j'avais perdu. Donc, le combat que j'avais perdu là. Si je l'avais gagné, je devais directement aussi accéder à l'UFC. Le combat, la deuxième défaite. La deuxième défaite. Donc là, on attend notre victoire. Je suis dans des bonnes mains, nous sommes dans des bonnes mains. Après cette défaite, j'ai enchaîné 3 victoires d'affilée, qui est des finishes. C'est intéressant. Et l'UFC aime ça. Bon, on va dire le que PFL aime ça. En vrai, ils ont les yeux grands ouverts sur. Et ça doit rester une motivation pour vous. Hein. Oui. Et une question, on a vu d'autres athlètes qui étaient dans les MMA migrer vers d'autres disciplines, notamment Francis Ngannou. Et vous aussi, vous avez ce genre d'ambition, quitter les MMA, votre passion et peut-être aller à la boxe. Mais plus tard, oui. Plus tard. Pourquoi plus tard? Parce que je vais dire. Plus tard, pour atteindre d'abord votre objectif après. Oui, je dois d'abord atteindre mon objectif. Et c'est vraiment important de quitter le MMA pour voir autre chose. Je sais pas, c'est pas vraiment trop important, mais c'est aussi une autre forme de se faire aussi de l'argent. Quand tu quittes, c'est à la fin de ta carrière, tu quittes maintenant les MMA, tu peux faire un peu de boxe, tu gagnes un peu de millions par-ci par-là. C'est comme ça. Ça, c'est important. Est-ce que les combattants, si tu permets, est-ce que les boxeurs, à vous entendre parler, on a comme l'impression que la boxe, c'est un sport des retraités pour les combattants MMA. Est-ce que les MMA, c'est finalement beaucoup plus difficile que la boxe? Bon, pas vraiment. Pas vraiment, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que la boxe anglaise, c'est le sport le plus dangereux. Le MMA, c'est pas un sport dangereux, c'est juste un sport dur qui demande beaucoup de travail et tout et tout. Je ne dirais pas que je ne suis pas du même avis que vous,
que la boxe. Pour les C'est pour les retraités du MMA. Je ne pense pas. Il y a aussi ceux qui combattent, qui font toute leur carrière dans les MMA. dans la MMA. Il y a aussi ceux qui font toute leur carrière dans la boxe. Ouais. Donc, qui ont commencé tout jeunes jusqu'à maintenant. Oui, mais maintenant, Ananias, moi j'ai une question un peu directe. J'aimerais vraiment que vous nous précisiez sur ces plateaux. Est-ce qu'aujourd'hui, est-il possible d'être congolais, d'être un pratiquant du MMA et de vivre de ça en RDC? ouais, c'est possible. C'est possible parce que moi je travaille pas. J'ai une famille. J'ai un enfant. J'ai une petite fille magnifique, Kaira, que je salue. J'ai une femme chez moi. J'ai une femme. Je salue aussi Laetitia. Je vis de ça. Elles sont là, elles vivent de ça, de mon sport. Donc je ne me plains pas. Moi j'ai une question qui me passe par la tête qui me demande est-ce que quand l'enfant ou bien la femme vous voit à la télé pratiquer ces combats, c'est quoi l'émotion qu'il y a? Est-ce que regarde, Si tu fais mon frère, tes combats, je regarde pas. c'est quoi l'impression quand vous rentrez à la maison? On dit quoi? Non, ils sont... Tout le monde. Je vais les globaliser. Donc ils sont stressés quand je dois combattre. Ok. Mais ils aiment ça. Vous aimez ça? Ma femme, ma fille. Mais après quand on dit voilà, on a aimé. Ils aiment ça. Et d'ailleurs ma fille aime me voir me battre. Quand je suis dans la cage, elle aime ça. Vous la voyez aussi dans... Et je pense que pour elle... Voir votre fille dans cette même Je logique. ne pense pas. Elle va faire des longues études plus que moi. Ok. Elle va faire sa vie. Elle va choisir si elle voudra faire du MMA ou de la boxe, ou du tennis, quoi que ce soit. Mais bon, je vais Et accompagner. pour vous, c'est une forme de motivation de savoir que vous avez des gens qui comptent pour vous, en dehors peut-être de la maman, parce que vous en parliez ici tout à l'heure, d'avoir votre femme, d'avoir votre petite fille, et ça vous fait une forme de motivation de plus quand vous montez sur un ring et vous dites, j'ai des gens à ne pas décevoir. Oui, c'est une sorte de motivation. Vous pouvez nous raconter une histoire de comment ça s'est passé une fois pour vous? Vous avez gagné plusieurs combats, on parlait de 9 combats gagnés ici. 9 Racontez-nous un peu une victoires, histoire. de défaites. Effectivement. D'un seul de vos combats qui vous a le plus marqué, pour que l'on sache comment vous, Ananias, vous vous mettez dans les bains avant de monter, aller dérailler quelqu'un dans la cage. En fait, j'ai expliqué tout à l'heure que le combat Qui vous marque qui m'a marqué le plus, c'est le combat du Togo. Ok. Et à part ça, chaque combat est important et c'est chaque combat qui est le combat le plus dur et le combat le plus important de ma vie. Et ça n'a pas été facile. Le combat du Togo, je venais d'une défaite au Cameroun. On est rentré. Je suis rentré à Lubumbashi. Du coup, mon coach a eu un autre combat au Togo. Je devais normalement combattre contre un autre type. Et on me dira après que le gars a annulé. Mais bon, je suis dit, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je vais rester travailler en attendant une autre opportunité, quoi. Ok. Vous savez, on m'a appelé le jour du voyage. Mon coach m'a dit, non, apparemment là. Tu dois te préparer. Et tant que Covid là, va faire déjà le papier pour le test Covid et tout. Moi j'étais étonné. On part au Togo. Encore au Togo. Je ne savais pas. J'étais étonné. Je me disais, ah Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Je ne savais pas que c'était un combat de titre. Ok. Quand nous sommes partis, nous sommes arrivés au Togo, à l'aéroport de Togo. On a rencontré l'organisateur et puis il dira à mon coach, non, c'est lui qui va remplacer, parce que les gars qui devaient combattre pour la ceinture, ils devaient combattre face à un Brésilien. Non, le Brésilien est blessé, donc là. C'est ton gars qui doit remplacer le Brésilien.
Et tout de suite, ça vous fait quoi? Stressé comme j'ai dit, stressé comme pas possible. Et quand on me dit que voilà, après mon coach vient à côté, il me dit non, là, c'est toi qui dois combattre pour la ceinture. C'est toi le main event de la soirée. Donc, après, nous avions eu une conversation avec mon coach dans la chambre. Il est venu dans ma chambre et puis il me dira non. Bon, il m'a motivé et il m'a fait voir ce que normalement, réellement, la vie me réserve. Il me dit aujourd'hui, si tu ne gagnes pas cette ceinture, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le combat du Cameroun, tu l'as gagné. C'était mon premier combat professionnel. Vous savez, en tout cas, quand je me suis retrouvé dans le combat, j'avais un tout petit peu peur. Parce que les gars étaient puissants. Quand j'ai tombé au sol là, j'avais peur de me relever parce que je pensais toujours à cette puissance-là des coups de poing qu'il avait. Et là, il va m'éteindre. Il va éteindre vraiment la lumière. Ouais. Et quand nous sommes arrivés au Togo, il m'a dit, si tu ne gagnes pas, c'est toi. Parce que ce n'est pas moi, hein. En tout cas, c'est Dieu. Dieu t'a donné l'opportunité. Il t'a tout donné. Il te montre, il te fait voir ce qui t'attend aux jours à venir. Si tu ne gagnes pas, c'est toi, ce n'est plus Dieu, c'est toi. Parce que Dieu t'a donné l'opportunité. Maintenant, à toi de prouver, à toi de faire le mieux possible pour prendre cette ceinture. Par après, mais bon. C'est à minuit, une heure, je suis monté dans la cage. Premier round, le combat était fini. Wow. Donc là, il a eu pour son compte. Donc tu étais surmotivé. Ouais, Et Ananias, on a beaucoup parlé de toi, aussi des défis. Et par rapport à vous-même, c'est quoi l'héritage que vous voulez peut-être laisser aux autres dans l'encadrement? Est-ce que vous formez des jeunes qui pratiqueront aussi un jour comme vous les MMA? Pour l'instant, je ne forme pas. Je suis combattant. Ok. Je suis combattant. Peut-être que j'ai mes élèves dans mes marchés, cours privés et tout, mais bon. C'est pas vraiment officiel? C'est pas officiel, ça ne doit pas être officiel. Okay. Moi, je suis combattant, je suis encore élève, donc je suis aussi dirigé par quelqu'un, par un coach, manager. Donc, je ne vais pas prendre la charge d'avoir des élèves par-ci, par-là, parce que je ne serai plus concentré sur ma carrière. Je veux que mes élèves qui viendront dans les jours à venir puissent avoir un bon exemple de moi. Okay. Je suis actuellement le numéro 1 africain, Moyen-Orient, Afrique, Moyen-Orient, le numéro 1, toute catégorie meilleur combattant. Ça ne suffit pas du tout. Je suis en train de viser pour faire mon entrée à l'UFC. Je ne vise pas, c'est déjà en cours. Donc, je voudrais que mes élèves que je vais encadrer dans les jours à venir, dans 20 ans après, puissent avoir un bon exemple. 20 ans après. Vous allez combattre jusqu'à quand? 45 ans, 45 ans. 50 ans. 5 ans. 5 ans. Voilà, c'est donc intéressant avec Ananias Mulumba. On croise les doigts pour le voir bien sûr à l'UFC. On continue avec cette team GMJ, toujours dans les domaines des combats. Ça sera dans la partie Un pas dans l'histoire. Et aujourd'hui, on fera un pas dans l'histoire sur ces combats. Le premier combat de boxe de Francis Ngannou
face à Tyson Fury. Oui, on a choisi un combat très 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 récent. C'est un pas dans l'histoire récent. Ça, c'est ce qu'il faudrait dire à nos spectateurs. Voilà, ça reste nostalgique parce que c'est un combat classique. Il est classé parmi les meilleurs combats de l'histoire de la boxe. Donc, le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou restera donc à jamais gravé dans l'histoire récente de la boxe moderne. Un choc entre deux mondes, un duel entre un roi installé et un challenger venu casser tous les codes. Sur le ring, Tyson Fury invaincu, en face de lui Francis Ngannou, l'ex-terreur de l'UFC qui montait pour la première fois sur un ring professionnel. Sur les papiers, c'était un peu David contre Goliath, sauf que cette fois-ci, Goliath mesurait près de 2 mètres. Il l'a prouvé, 3 rounds, Ngannou envoie Fury au tapis après seulement le 3e round. C'était donc un silence glacial dans l'arène, onde de choc dans le monde entier. Le Camerounais calme et solide, appliqué, a montré qu'il ne venait pas pour faire de la figuration. Il est venu boxer et il a boxé juste. Le monde découvrait donc un Ngannou stratège, patient, capable de gérer le combat de 10 rounds contre l'un des plus grands combattants de la catégorie. À la décision, pourtant, les juges donnent Fury vainqueur. Victoire partagée, mais polémique assurée. Beaucoup crient au vol, au scandale et à juste titre. Ngannou a dominé plutôt les débats, a fait vaciller le roi sans trembler et il est reparti sans ceinture malheureusement, mais avec ses respect que toute la planète entière lui a donné, mais aussi les professionnels de la boxe. Un message est passé ce soir-là, le MMA n'est pas... Je vais revenir, un message est donc passé ce soir-là, le MMA ne fait pas des touristes et l'Afrique ne vient plus frapper à la porte forcément. Elle renforce la force et surtout la notoriété de ce sport de combat. Francis Ngannou n'a peut-être pas gagné au tableau d'affichage, mais dans les cœurs et dans l'histoire, il est déjà un géant qui a marqué l'histoire de la boxe. C'était donc ça les grosses lignes de ce combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Le plus important, c'était de voir un champion du côté de la MMA venir dans une autre discipline et surtout tenir et avoir fait ce combat-là. On sait, il y a eu beaucoup de polémiques après, mais je pense que Francis Ngannou, comme j'ai dit dans le texte, a marqué l'histoire de cette discipline. Et il aurait pu gagner ce combat, Jean. Oui, ça se joue à des détails près. Maintenant, après, il faudra aussi dire que ce qui rend encore plus ces combats très intéressants, c'est qu'on avait un digne fils d'Afrique, qui est Ngannou, qu'on attendait surtout pas vraiment à ses niveaux contre un combattant comme Fury, parce que voilà, il te faut beaucoup d'écran pour finalement se montrer à la taille de ces derniers. C'est un multiple champion ces deux-là. Et que il y a l'un qui vient d'un autre sport et qui commence dans la boxe. Donc c'est ces genres d'oppositions qui peuvent tout de suite aujourd'hui marquer l'histoire à jamais. Donc je pense que c'est ça, il aurait pu gagner. Bon, il n'a pas gagné. Mais le plus important, c'est qu'on a eu quand même un réel moment de sport, un réel moment de boxe. Et moi, ça me marque jusqu'à aujourd'hui. Agnès, tu t'étais aussi régalé en suivant ces matchs, ces combats Ngannou-Fury. Oui, mais très déçu du résultat. Parce que tout le monde regardait le combat en direct. Et on voyait Ngannou gagner ce combat. Mais bon, c'est arrivé ce qui est arrivé par la volonté des juges. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On n'a qu'à accepter, mais il nous a honorés, il a honoré l'Afrique tout entière. Donc, encore une fois, on a toujours été fiers de lui. Voilà, on sera aussi fiers de vous, hein, de vos performances dans les MMA. On continue cette team GMJ. Là, à présent, on va donc placer un athlète, une légende sur le Panthéon. On rentre dans le football, les amis. On rentre dans le football. Les amis, la chronique d'aujourd'hui, on parle d'un joueur que vous connaissez tous. Il s'agit de Shaban Inonda. Oui, des léopards aux griffes européennes. Je l'ai titré comme ça.
Ils n'étaient pas les plus grands, ni les plus petits, ni aussi les plus rapides, mais dès qu'il avait le ballon, il imposait le respect. Shabani Nonda, c'est l'un des noms qui rentre dans l'histoire du football congolais à jamais. C'est un symbole. C'est lui d'une génération qui a osé, qui a brisé des frontières, qui a rêvé grand et l'a prouvé. Né à Bujumbura, on est bien sûr à Ouganda, au Burundi, pardon, je m'excuse. Mais congolais, des cœurs et des sangs, Nonda a commencé son épopée européenne en Suisse au Football Club Zurich, où il a inscrit 36 buts en 75 matchs. Il y devient très vite l'un des meilleurs buteurs du championnat et attire des regards des France et des clubs français. C'est ainsi qu'il rejoint les stades rennais, où il confirme tout son potentiel avec 31 buts en Ligue 1. Et entre 1998 et 2000, sa puissance, son sens des buts et sa régularité les propulsent au rang des attaquants les plus redoutés de l'Hexagone. Mais c'est l'AS Monaco que Shabani Nonda entre dans une autre dimension. Entre 2000 et 2005, il marque plus de 50 buts, toutes compétitions confondues, et décroche les titres honorifiques des meilleurs buteurs de Ligue 1 en 2002-2003 avec 26 buts. Il mène Monaco jusqu'en finale de la Ligue des Champions 2003-2004, une performance historique pour les clubs de la Principauté, malgré une défaite face au Football Club Porto de Mourinho, on se rappellera. La suite de sa carrière l'a mené à l'AS Roma en Série A, où il découvre les footballs tactiques italiens. Il y reste une saison avant d'être prêté en Angleterre au Blackburn Rovers, où il s'offre un triplé mémorable contre West Ham et inscrit 7 buts en Premier League. Loin d'être fini, il conclut son parcours en beauté au Galatasaray, où il devient champion des Turquies en 2007-2008 avec 11 buts marqués en Super League. Mais Nonda, ce n'est pas qu'un tueur, il faudra le dire, devant le but. C'est un homme de devoir, malgré les blessures, malgré les doutes. Il n'a jamais tourné le dos à son pays, la République démocratique du Congo. Il est resté un pilier de léopard pendant de nombreuses années. Il a porté les brassards, motivé ses coéquipiers et inscrit plus de 20 buts en sélection, notamment lors de la CAN 2002, 2004 et 2006, dans un pays qui rêvait d'un Messi ou d'un Drogba. Nous avions, nous, pour notre compte, Shabani Nonda. Et c'était suffisant pour les Congolais, il faudra y croire, dès l'époque et les témoignages recueillis. Il est l'image d'un footballeur congolais accompli, respecté et toujours attaché à ses racines. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme une référence. Dans un monde où beaucoup de talents congolais brillent en silence, Shabani Nonda rappelle qu'avec du travail, du courage et un mental d'acier, tout est possible. Il est les miroirs, ce que nos jeunes peuvent devenir, pas seulement de bons joueurs, mais de grandes figures du football africain en général. Voilà un peu la carrière de Shabani Nonda, un peu plus détaillée, depuis Zurich jusqu'à ce que, bien sûr, il a fini à Berne. Évidemment, Joël, Shabani Nonda, une figure emblématique de notre football, même s'il n'a pas aussi gagné avec les Léopards. Moi, je me rappelle Shabani Nonda avec cette vareuse bleu-jaune à l'époque des Léopards, avec son brassard voilà, à l'époque des Simba. C'était assez exceptionnel. C'est un joueur, Jean-Claude, je crois qu'il a plutôt... ça dérange pas. Gentil. À tout balayer. À pourquoi Jean-Claude, c'est fou quand même. Il a tout balayé dans son papier parce que c'est un joueur, il a, au-delà de l'amour de la patrie qu'il a montré, parce qu'il faudrait quand même le dire, à l'époque, c'était pas évident de voir un joueur entre guillemets professionnel, parce que c'est comme ça qu'ils étaient appelés à l'époque. Talentueux, aussi talentueux que lui, revenir au pays, jouer dans les conditions dans lesquelles il évoluait au pays, c'était pas donné, mais Shabani le faisait, et jusqu'aujourd'hui, c'est le seul joueur de nationalité congolaise à avoir quand même joué une finale de Ligue des Champions, même s'il l'a perdu, donc ça prouve à quel point il était talentueux, il avait voilà, ce niveau que peut-être d'autres joueurs congolais n'ont pas encore atteint. C'est à peine qu'on a vu Bakambu dans une finale européenne. C'est donc la fameuse finale de la Ligue Conférence. Oui. Donc voilà, c'est Shabani Nonda. C'est un nom qui a marqué l'histoire. Et je crois que pour plusieurs générations, c'est quand même l'un des attaquants le plus marquant de l'histoire de notre sélection. Il a eu une belle carrière. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être comme les Samuel Eto'o, Didier Drogba. Mais voilà, chacun a son histoire dans le sport. Mais celle que Shabani Nonda a eue, elle est plutôt pas mal et elle est honorifique pour notre pays. Évidemment. Ananias,
Un peu de football. Un peu de football, bien sûr, avec Chabani Nonda. Je ne sais pas, moi j'ai arrêté de suivre les foot. Mais vous... Depuis la déception des Léopards, mais bon. On en a Vous connaissez quand même Chabani quand même ces dernières années. Oui, Vous connaissez quand même Chabani et tout ce qu'il a fait pour le football. Oui, bien sûr, on a grandi avec. Donc on a grandi avec l'histoire, avec la légende de Chabani Nonda. Et peut-être la dernière question que j'ai envie de poser, Joël parlait de ça tout à l'heure, on a l'impression que de combattants, même de joueurs, quand ils grandissent en termes des statuts, tout de suite on pense un peu à changer de nationalité, à devenir, je sais pas... Ça vous tente aussi à devenir un grec, je sais pas, à devenir... Parce qu'il y a des opportunités. Ça détente aussi? Non, je ne pense pas. Ça nous rassure, hein? Évidemment, donc c'est par là qu'on va mettre un terme à ces team J, à ces team JMJ, 22e épisode, bien sûr, on avance. Et on dit merci à Ananias, merci à Joël, merci à Jean. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de la team JMJ avant de conclure avec cette première saison. Bonjour, c'est Maman, citoyen de la République très démocratique du Gondwana, président du Parlement du Rieur. Je suis aujourd'hui à Lubumbashi dans l'émission La Team JMJ. C'est tous les samedis. Première diffusion midi. Après, vous pouvez voir, il y a des podcasts. S'il n'y a pas de podcast, il faut qu'ils créent des podcasts.